quelqu'un aujourd'hui dont vous avez forcément déjà vu le visage lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Si vous suivez la natation artistique, vous la connaissez certainement pour ses qualités de voltigeuse et de soliste. Je suis avec Eve Planex, membre de l'équipe de France de natation artistique et ambassadrice d'Ozur. Alors Eve, merci d'être avec moi aujourd'hui. Plaisir. On va faire une petite rétrospective de ton parcours. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as commencé la natation artistique. Quel a été ton parcours jusqu'à te retrouver en équipe de France ? Alors, pourquoi j'ai commencé la natation artistique? On va dire que c'est pour une histoire de médailles. Mon frère a gagné beaucoup de médailles quand il était petit en lutte. Et moi, je faisais de la danse. Je n'en gagnais pas parce qu'il n'y avait pas encore tout ce truc de concours et tout qui était mis en place. J'étais jeune. Et donc, en fait, je suis tombée sur les Jeux de Pékin en 2008 qui passaient à la télé. Je suis tombée sur la natation anciennement appelée synchronisée. Et en fait, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Et donc, on a cherché le club le plus proche de chez moi. C'était le club de Saint-Florian. Et donc, j'y ai passé 3 ans là-bas. J'ai commencé à 9 ans. À 12 ans, je suis partie de chez moi parce que je voulais déjà je savais ce que je voulais. Je suis partie de chez moi à 12 ans pour rejoindre le pôle espoir de cette natation, où j'ai aussi passé 3 ans. Et après, j'avais 15 ans, en septembre 2016, je suis rentrée à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, où il y a l'équipe de France senior qui s'y entraîne. Et par la même occasion, j'ai rejoint aussi le pôle espoir des Baillis nautiques de Strasbourg. Évidemment. On s'est rencontrés et on a nagé ensemble sur cette année-là. Et puis après, tout s'est enchaîné très vite avec les équipes de France junior, les équipes de France senior, plusieurs championnats d'Europe, plusieurs championnats du monde, les Jeux Olympiques, les qualifs des Jeux, tout ça. Et puis voilà, j'en suis là. Incroyable. Donc tu me disais que tu es partie à 12 ans au club de 7. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais à l'internat? Et comment tu as vécu en fait de vivre loin de ta famille? Puis cette intégration à l'INSEP où tu étais aussi jeune, comment tu as vécu tout ça? On va pas se mentir, hein. C'était quand même pas facile de partir jeune comme ça. Pour moi, c'était pas facile, mais en fait, je savais ce que je voulais. En fait, j'étais censée partir déjà à l'âge de 11 ans. Moi, j'étais je sais ce que je veux y aller. Mes parents, ils ont pas voulu parce que c'est quand même à 3h30, 4h de la maison. Donc, c'est quand même pas à côté. Ouais. Et donc, cette première année-là, en fait, j'ai fait une année de transition qui m'a permis quand même de découvrir un peu ce que c'est le sport de haut niveau, parce que j'étais pas du tout là-dedans avant. J'allais de temps en temps, 1 fois par mois, 1 à 2 fois par mois pendant les vacances, tout ça. Et après, je suis vraiment partie à 12 ans et ouais, non, c'était pas facile. Par contre, j'étais dans une famille d'accueil. D'accord. Parce que j'étais pas encore prête à être dans le rythme de l'internat, tout ça, parce que c'est quand même assez particulier. Donc, j'ai fait 2 ans en famille d'accueil à 7, 1 an à l'internat. Et après, j'ai appris au fur et à mesure, quand je grandissais, que mes parents m'ont dit tu sais que à chaque fois qu'on te laissait à l'internat ou dans la famille d'accueil, on me prenait sur nous, hein. Toi tu pleurais, mais nous on pleurait après dans la voiture en partant. Et là je me suis dit, oh ouais, en fait, ils savaient que moi, forcément la séparation était difficile, mais une fois que j'étais dedans, c'était bon. Enfin, j'étais lancée, une fois que la semaine était partie, tout ça, il y avait les entraînements qui reprenaient, moi j'étais dans ce que j'aimais, et puis on s'appelait tous les soirs, tout ça avec mes parents, donc le lien familial est très important pour moi à garder. On faisait tout pour essayer de le garder le plus possible, mais voilà, fallait juste être lancé dans la semaine, et après c'était ok. Et après, du coup, quand tu as intégré l'INSEP, c'est aussi une autre étape, c'est à Paris, où tu y es tout le temps, tu t'entraînes aussi certainement les week-ends. Donc, qu'est-ce que ça t'a fait aussi d'intégrer l'INSEP et encore une fois, devoir un peu tout quitter, quoi? C'était encore un gros changement, même si j'avais déjà vécu 3 ans loin de ma famille. C'était quand même une autre adaptation à mettre en place. Et où en fait, moi, j'ai eu vraiment ce truc de ok, je vais à l'INSEP. C'est plus de la rigolade, déjà que ça n'en était pas. Ouais. On rigole plus. Donc en fait, j'étais un peu un petit clown quand j'étais à 7.
Et en fait, en arrivant à l'INSEP, je me suis un peu mise dans ma bulle et en me mettant dans une espèce de cadre de travail assez rigide, assez strict, que je me suis imposée à moi-même finalement, en me disant, ok, je suis en équipe de France, je vais nager avec des filles, Marianne Quin, Laura Auger, que je voyais petite, waouh, c'est mon rêve. Ouais. J'ai nagé avec elle, donc je me suis dit, ok, j'y suis, on rigole plus. Et voilà, après, la séparation avec la famille, les premières années à l'INSEP, c'était encore très difficile, où je pleurais à chaque fois que je montais dans le train, quasiment. Puis après, au fur et à mesure, ben, tu grandis et ça s'atténue au fur et à mesure, quoi. Enfin, je le gère différemment. Donc, après, maintenant, c'est bon, hein. Bah, tant mieux. Okay, après 9 ans. Ouais, il est temps. C'est voilà. Ok, trop bien. Du coup, moi, j'aimerais savoir comment tu arrives à gérer la synchro, les cours, parce que tu as les études à côté, et ta vie perso. Comment tu arrives à cumuler tout ça? Dis-nous tout. C'est une question d'adaptation, beaucoup, d'organisation, de planification. C'est vraiment, vraiment basé là-dessus. Après, il y a des hauts et des bas, forcément. Où, quand on est en période de partiel, là, c'est... Tu fais quoi comme études? Je suis en école de psychomotricité à la Sorbonne. quelle Avant, j'ai année? fait en 2e année. En 2e année. Et du coup, je dédouble toutes mes années. Donc, en fait, on va dire que c'est l'avantage d'être sportif de haut niveau et d'être dans cette école-là, parce qu'il n'y a pas toutes les écoles qui acceptent d'avoir cet aménagement-là, d'aménager des choses aussi importantes quand même, pour un étudiant. Et donc moi, j'étale toutes mes années. J'ai la possibilité de rattraper mes partiels plus tard si je suis pas là lors des partiels. Et puis je fais quand même des études où on est vachement dans l'entraide, dans le soutien. Ouais. Et donc j'ai la chance d'avoir des amis, des étudiants qui sont là pour m'aider, m'envoyer leurs cours, tout ça. Donc forcément, je rate beaucoup d'informations. Des fois, je me rends compte qu'il faut que je fasse ça au dernier moment. Ouais. Voilà, ça peut être compliqué et rajouter beaucoup de stress. Mais c'est de l'organisation et puis ça se fait au fur et à mesure, en fait. Au début, ça va être compliqué dans le speed. On a l'impression qu'on est... comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Ouais. On est quand même vachement aidés et on est quand même beaucoup à passer par là. Donc, c'est sûr. Et du coup, l'année des Jeux, tu as décidé de faire une année sabbatique. Donc, tu as totalement arrêté les cours pour te concentrer sur la performance. Ouais, c'est ça. J'ai fait une année de césure, l'année des Jeux, où j'étais vraiment que dans le sport. Et j'en avais besoin. Je savais que sinon, ça allait être trop lourd en charge. Ouais. Et après, en fait, je me suis rendu compte que finalement, d'avoir des études, ça pose quand même un rythme de vie qui est hyper important. Et où, en fait, cette année olympique où j'avais que le sport, je voyais que des personnes du milieu du sport et la vie extérieure me manquait énormément. Et donc, en fait, quand j'ai repris les études, là, cette année, j'étais là, merci, ça fait du bien. Une pause aussi. Ouais, ouais, vraiment. Et toi, comment t'as géré tu fais des études, t'as lancé OSUR, comment t'as géré ça? Comment tu le gères? C'est vrai, moi je suis encore en master de direction artistique et stylisme, donc je suis en école de mode. Je suis aussi en alternance, donc je travaille aussi pour une autre entreprise. Je suis un peu designer pour une autre entreprise. Depuis que je suis petite, je me suis dit que je voulais créer ma marque, donc c'était qu'une question de temps. Après, quand j'étais à Strasbourg, je faisais mes maillots de solo moi-même, j'en faisais pour d'autres filles. Trop bien. Et puis, quand il est venu de choisir ses études et que j'ai choisi dans la mode, tous mes projets, je les faisais en fonction de ce projet-là, en fait, de créer ma marque. Ouais, c'était vraiment ton goal. Ouais, vraiment, je voulais faire ça. Et en plus de mes études, du coup, j'ai commencé à coacher, donc j'étais entraîneur. Et quand j'étais entraîneur, je me disais, pas ouf ce truc sur ce maillot, ou alors je me disais, qu'est-ce que je peux améliorer? Ouais, en fait, j'ai pensé à plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi pas le lancer? En fait, avant que d'autres aient les mêmes idées que moi.
Et j'avais envie un peu de propulser la synchro parce qu'en soi, c'est pas du tout médiatisé, on n'en voit pas. Et j'avais vraiment envie de mettre des ambassadrices en avant, comme toi, et de pouvoir parler de natation artistique. Donc, j'ai fait le choix de tout faire en même temps. C'est pas facile non plus, mais comme tu dis, c'est une question d'organisation. Et même si je fais des journées de fou, à la fin, je suis trop contente de voir des filles qui portent mes maillots, quoi. Tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Voilà, c'est ça. Tout est une question d'objectif et de détermination en soi. C'est ça, exactement. Puis c'est vrai que moi, au final, tout ce que j'ai fait, quand je faisais la synchro et mes études, bon, à part au lycée, où t'es pas trop... T'es obligé de faire un peu Ah oui. les études, les Ouais. cours qu'on t'oblige à faire, quoi. Ouais. Sinon, j'ai toujours voulu faire un métier où je me fais plaisir. Et donc, en fait, au final, les études, je sais que c'est pour ça plus tard. Ouais. Et donc, puis j'aime les études que je fais. Donc... Mais en règle générale, celles qui font de la natation artistique, c'est tellement une passion profonde que tu cherches un métier passion. Bah ouais, on a ce besoin-là. Ouais, donc les études, ça reste toujours important, même si c'est à côté. Parce que tu sais qu'en fait, tu as envie de continuer cette passion qui est en toi pour quelque chose, quoi. Même si c'est plus la natation artistique, que ce soit quelque chose qui te fasse vibrer. Bah oui. Ouais. Parce qu'une fois que ça s'arrête, après, il faut que t'aies ce truc-là. Exactement. En parlant de tout ça, de performance, comment ça s'est passé, toi, ta préparation aux Jeux Olympiques? Je sais pas du tout comment ça se passe, les sélections, par exemple. Et après, comment se sont passés pour toi les JO et le après-JO? Parce qu'il y a quand même quelque chose où tu travailles toute ta vie pour un objectif et une fois que c'est passé, comment tu l'as vécu, toi? C'était une année compliquée, difficile, très difficile, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, énormément de stress, parce qu'il y avait énormément de sélections. Il y avait beaucoup d'étapes de sélection. Alors, elle est un peu floue, cette année olympique. J'avoue que revenir dessus, c'est hyper étonnant, c'est très bizarre, mais j'ai des souvenirs très flous, alors que c'était l'année dernière. Enfin, c'est très bizarre. Donc, il y a eu toutes ces étapes de sélection, avec après les championnats d'Europe. On n'a pas pu malheureusement y participer parce que je me suis blessée juste avant cette compète au poignet. Donc, moi, il m'a fallu quand même un temps de pause où je continue un petit peu à aller dans l'eau, mais je pouvais pas faire grand-chose. J'étais pas dans le balai, tout ça. Et les sélections, elles étaient passées à ce moment-là? Oui. Oui, c'était vraiment en fin de saison. Ok. Et ce qui a été difficile, c'est que, en fait, au final, j'ai vraiment repris l'intensité des entraînements, comme tout le reste de l'équipe. Je dirais 1 mois avant les Jeux. Toute l'année, on a fait ça. C'était 8 heures par jour, entre 6 et 8 heures par jour d'entraînement, 6 jours par semaine. Alors, des fois, on avait des week-ends. On avait quand même des week-ends, tout ça. Mais ça, c'était nos vraies grosses semaines. Et donc, quand j'ai repris l'entraînement comme les filles, c'était ça. 8 heures par jour. Ouais. Avec une intensité assez lourde. Des enchaînements de balais tout le temps. Et donc, ça, c'était vraiment la période qui m'a marquée parce que c'était vraiment difficile. Je me suis dit, waouh! Ouais, là, tu sens qu'il va y avoir les Jeux. Ouais. Et on va dire une semaine et demie avant les Jeux, j'ai vraiment senti que je retrouvais ma force et mes capacités. Et quand même mon niveau de performance assez haut. Et donc là, je me sentais vraiment prête. Je me dis, ok, c'est bon, j'ai repris. Ça t'a rassurée? Je suis ok, on va pouvoir y aller. Donc là, j'étais rassurée et j'étais confiante pour les Jeux à ce moment-là. Et puis, il y a eu les Jeux. C'est un événement hors du temps, un peu, on va dire. C'était... on les attendait depuis... je crois qu'on avait eu l'annonce en 2018. Ah ouais! Et ouais, donc du coup, au final, depuis 2018, on avait ça en tête. C'était ça qui nous maintenait au quotidien. Alors, il y a eu les Jeux de Tokyo. On a tenté la qualif, tout ça. D'ailleurs, pour les Jeux de Paris, du coup, on n'avait pas ce stress de se qualifier parce qu'on était qualifiés d'office. C'était vraiment des sélections internes pour faire partie de l'équipe. Mais on n'avait pas ce stress-là, en tout cas, de qualif. Mais on avait des gros objectifs, notamment de médailles. Et donc arrive le moment de ces Jeux qu'on attend depuis des années. Toute une vie, même. Et ouais, et en fait, c'est vrai que je m'en rendais compte, mais d'un autre côté, j'étais vraiment focus
Et je voulais pas en faire tout un truc énorme dans ma tête parce que je me suis dit, c'est une compète. C'est une compète comme une autre. Pour pas en fait que ça me rajoute du stress. Et des fois, le stress, du mauvais stress, où ça peut te faire des choses bizarres. Enfin, dans ta façon de nager, tu peux avoir des réactions un peu spéciales et pas être du coup à ton max. Et donc, j'essayais vraiment de me dire, c'est une compète normale. On avait eu l'expérience plutôt dans l'année de l'Open de France, enfin, de la Coupe du Monde. C'était dans cette piscine-là, donc on avait déjà pu prendre des repères. C'est vrai. Il y avait du public énorme en France, quoi. Notre super public français qu'on aime trop, cœur sur vous. Et donc, on avait un peu pris nos marques par rapport à ça. Mais ouais, c'était juste incroyable. Le public... C'était fou. Les locaux, la piscine, le village olympique, c'est un truc de malade. Et après, quand ça se finit, c'est un peu le vide. C'est un peu, ouais, waouh, en fait, tu te rends compte, moi, je me rappelle le lendemain de l'équipe acrobatique. Donc, la dernière épreuve. La dernière épreuve, je me suis réveillée le matin et j'ai pleuré. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que tout ça, c'était fini et j'allais... Enfin, ok, je l'attendais depuis si longtemps et qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois. Et donc, après, la compète n'était pas finie, il y avait encore les duos, on a pu visiter le village olympique, on a pu aller voir l'épreuve des plongeurs, tout ça, donc on a profité de tout ça. Mais ça fait un choc parce que vraiment, tu te dis, ouais, c'est fini. Et donc après, il y a eu la cérémonie. Ouais. On a fait 4e. Moi, j'en suis fière de cette 4e place parce qu'on s'est vraiment battu jusqu'au bout, malgré les petits couacs qui nous sont arrivés, qui sont pas de notre sort, on va dire. On s'est vraiment battu jusqu'au bout et on n'a rien lâché. Donc, je suis fière de l'équipe, de notre équipe pour ça. On a tout fait vraiment à la fin. On se disait, de toute façon, on n'a rien à perdre. On y va. On tente le tout pour le tout. On a refait le porté qui m'avait blessé au poignet. On a dit... Et j'ai dit, non, allez, c'est bon, on le fait. On y va. On donne tout. Et donc, ouais, 4e. Donc, forcément, déception, parce que nous, c'était quand même la médaille qu'on cherchait. Donc, sur le moment, on y croyait encore tellement que, forcément, il y a cette rage et ce truc de... Merde. Tout simplement. Et on est passé à côté de ça. Mais j'en suis quand même très fière. Et je regrette rien. Ça, c'est le principal. Et donc, retour à la réalité maintenant. Et retour à la réalité, où cette année, on est sur une année beaucoup plus soft. Mais c'est une année très bizarre, particulière, où en fait, on n'a plus ce truc de gros objectif qui est là et qui nous tient. Ouais. On a des objectifs sur la saison, qui sont les mondes, un podium au monde, aux Europes. Mais c'est des compètes qu'on a tellement fait, les mondes, les Europes. Alors ok, il nous manque la médaille mondiale. Bah oui. Mais par rapport au jeu, en fait, c'est autre chose. Du coup, ça, on va dire, c'est un petit peu plus normal. Un peu plus, on normalise un petit peu plus ces événements-là. Ouais, il faut se rattacher à d'autres objectifs, reconstruire une équipe. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles au sein de l'INSEP. Mais ça se fait très bien. Hein. Ça se fait très bien, mais c'est des nouveaux objectifs, c'est tout ça à mettre en place. Et... on reconstruit quelque chose, quoi. On réouvre un livre. Un autre chapitre. C'est ça. Du coup, tout à l'heure, tu nous expliquais que tu t'es blessée et que vous n'avez pas pu faire les Jeux européens à cause de ça. Donc, moi, ma question, c'est comment tu arrives à garder la motivation malgré les blessures? Est-ce que tu as toujours la même passion? Comment tu arrives à gérer, en fait, toute cette charge physique et de blessures? Comment j'arrive à la gérer? Je suis accompagnée pour ça. On a la chance à l'INSEP d'avoir tout ce qui est côté médical, kiné avec nous. Donc ça, c'est vrai que dans l'organisation de la journée, tu sors plutôt d'entraînement, tu vas en kiné, tu vas voir le médecin pour voir l'évolution de la blessure, tout ça. Et après, il y a ce côté de un peu lassitude de la blessure, de j'en ai marre. Ouais. Parce que c'est récurrent,
tous les ans, c'est quelque chose. Hein. Parce que tu disais que tu t'es fait le poignet pour les Europes. Après, il me semble que tu t'es reblessée avant les Jeux. Ouais, j'ai nagé aux Jeux. J'avais une fracture de fatigue au pied. Qui allait mieux à ce moment-là, hein, quand même. Mais je l'avais encore. Voilà, enfin, c'est des trucs comme ça qui arrivent après à l'épaule, à la cheville, au genou. Enfin, voilà, il y a un peu de tout. un peu de tout, enfin, un petit mix de choses, là, hop, un petit mélange qui, du coup, en fait, soit c'est des blessures qui persistent et qui sont là tout le temps et soit c'est tout le temps pareil, soit ça s'aggrave. Ouais. Et en fait, c'est surtout cette gêne au quotidien, la douleur au quotidien qui est pesante, lourde à supporter vraiment tout le temps comme ça. Un ras-le-bol, ouais. En fait, c'est un peu ce ras-le-bol de... C'est quand que ça va me lâcher, en fait. C'est quand que je vais être tranquille et je vais pouvoir vivre des entraînements sans douleur. Enfin, voilà, j'attends juste une année comme ça. Mais bon, voilà. Mais bon, cette année, par exemple, même si c'est une année plus tranquille, j'ai des douleurs qui persistent. Et c'est ton outil de travail, ton corps, au final. Donc, en fait, c'est vraiment contraignant au quotidien. Ouais. Donc, c'est vrai que mentalement, c'est assez pesant. Ouais. Ça peut être assez pesant. Après, donc, il y a des périodes qui sont plus propices quand même s'il y a vraiment... Il n'y a pas trop de moments idéal pour la blessure, mais on va dire que période septembre-décembre, c'est les périodes les plus... Ok, si tu as une blessure, c'est moins la panique. Ok. Mais moi, généralement, c'était plus... Enfin, en fait, j'avais un peu cette période-là, un peu après. Donc, au final, ça se met un peu la panique tout le temps, sachant que je suis la voltigeuse, que j'ai été duettiste. Donc... c'est à cause de ça que tu n'as pas pu nager le duo aux Olympiques? Ouais, ma blessure au poignet, où en fait, la reprise était très compliquée pour moi physiquement et qu'on avait besoin de moi sur l'équipe parce que je suis sur les portées et que c'est la priorité. Ouais. Et donc, on a eu une discussion avec les entraîneurs où même moi, avant cette discussion-là, j'avais en tête de qu'est-ce que je fais parce que j'ai pensé à l'équipe, j'ai pensé à moi. Moi, je veux nager aux Jeux. Il est hors de question que ça s'empire pour les Jeux. Ouais. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux que j'arrête le duo pour être vraiment pleinement sur l'équipe et me concentrer là-dessus? Et donc, en fait, j'ai eu une discussion avec les entraîneurs qui m'ont aussi, elles, proposé ça. Et donc, moi, vu que j'avais pensé à ça avant, j'ai dit, oui, ouais, clairement. On va faire ça. Donc, c'était pas facile. Mais au final, c'est un mal pour un bien parce que j'ai vécu quand même une fin de prépa bien, où j'étais sereine. T'étais pas non plus dans la souffrance quotidienne. Ouais, j'étais mieux, quoi. Ça allait de mieux en mieux quand même en se rapprochant des Jeux. Et du coup, t'arrives quand même à garder la même passion, même si il y a toutes ces blessures, parfois des illusions par rapport au duo ou quoi. Oui, si je suis encore là, c'est que j'ai quand même réussi à garder la passion, parce que si la passion, elle y est plus... c'est sûr. c'est très compliqué. Donc, oui, j'ai réussi à la garder, cette passion. Après, forcément, ça fait un peu ça. Il y a des hauts et des bas. Mais c'est qu'elle est toujours là au fond. Donc, c'est ce qui compte. La natation artistique a beaucoup évolué ces dernières années. Qu'est-ce que toi, ça a changé dans la pratique de ton sport? Les nouveaux modes de notation, est-ce que tu arrives à prendre autant de plaisir qu'avec l'ancienne natation synchronisée? Ouais. C'est complètement différent. Alors, ça a changé déjà dans l'objectif d'avoir des résultats plus justes. Ouais. En se basant sur le système de notation, un peu comme la gymnastique artistique et le patinage artistique. Ouais. Où en fait, il y a ce principe de cotation de chaque difficulté. En fait, il y a des difficultés qui ont été créées. De rotation, de souplesse, de plein de choses. Il y a plein de familles comme ça. Ouais. Et en fait, il y a une note qui est attribuée à chacune de ces difficultés. Et donc, en fait, tu crées ta coach card, ce qu'on appelle, c'est un papier que tu envoies à l'avance de la compétition qui donne le récapitulatif de toutes les figures qui sont présentes dans ta chorégraphie en donnant le détail des difficultés. Et donc, les points que ça doit valoir. Ouais. Et donc, si à la compète, tu ne valides pas une difficulté, toute ta figure vaut 0. Alors qu'elle doit peut-être valoir, on va dire, 13 points. Ok. Et donc, tu descends à 0. Donc, en fait, ça fait que dans le classement,
0, c'est énorme, parce bah qu'après, il y a des coefs de multiplication. Enfin bref, Ouais. tout un tas de trucs. Je lui comprends pas grand-chose, mais il y a un système de coefs, tout ça, qui fait que si tu as 0 à une figure, tu chutes très rapidement dans le classement. Ok. Donc du coup, il y a cette espèce de surprise de classement qu'il n'y avait pas avant. Ouais. En fait, c'était aussi dans cet objectif-là. Mm. Et qu'on retrouve pas tout le temps le même classement, parce qu'avant, c'est vrai que pour faire bouger un classement, Ah ouais. tu mettais des années et Oui. des années, et puis on a réussi à le faire bouger, hein, une année, mais voilà, ça s'est fait sur du très long terme, et c'est en fait, même pour le public, t'as pas ce truc de cet effet de surprise qu'on aime dans le sport au final. Mais du coup, il y a que les figures qui sont notées en termes de difficulté. Donc en fait, Les figures et les portées. ok, les portées. Donc les Mm. bras ne valent plus rien. Non, ben alors, ça va être noté sur ton niveau de hauteur. Ok. Sur l'artistique, ça Ouais. va compter. Même les figures, ça va être noté dans l'artistique aussi. Tout est pris en compte, les portées, tout ça. Mais il va pas y avoir de notes posées sur les bras. Et Ouais. j'ai envie de te dire, heureusement. Ouais. Parce que sinon, on serait plus libre. Enfin, au final, le plaisir qu'on peut prendre sur les bras, on n'en aurait plus parce qu'on serait Ouais. tout le temps en 2 bras, parce que c'est ce qui vaudrait le plus de points. Ouais, de ouf. Donc au final, déjà, Ouais. c'est dur. Vraiment, du coup, les balais la difficulté a augmenté. Donc, si maintenant on rajoute les bras, non, stop. Et qu'est-ce que ça a changé, toi, du coup, dans la pratique du sport Est-ce que tu prends autant de plaisir? Alors ce plaisir-là, je vais le prendre surtout sur l'équipe acrobatique, où du coup, en fait, il y a que les portées qui sont cotées, on va dire, Ok. et le reste, c'est libre. Tu fais ce que tu veux. D'accord. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment le ballet où on retrouve plus la synchro d'avant. Ouais. Et sur l'équipe libre et l'équipe technique, et pareil sur les duo libre, duo tech, solo libre, solo tech, duo mix, tout ça, enfin, Ouais, le reste. voilà, tout le reste. Bah en fait, on va dire sur l'équipe tech, t'as les éléments, donc t'es obligé de faire des éléments. Après les figures, en soi, tu mets les difficultés que tu veux dans tes figures. Mais la façon de travailler est complètement différente, où en fait, au final, t'es fixé sur est-ce que tes nageuses valident. Beaucoup, ça va être beaucoup ça. Est-ce que Ouais. tu valides? Est-ce que tu valides pas? Non, on refait parce que tu valides pas. On va regarder la vidéo. Alors elle, non, elle valide pas, il faut refaire. Enfin, du coup, en fait, l'entraînement, la vision d'entraînement Pas a changé. vachement changé, et il a eu quand même un gros temps d'adaptation. C'est encore en train d'évoluer, hein, parce qu'il est loin d'être parfait encore. Mm. Donc il est tout le temps en train d'évoluer, ce nouveau règlement. Mais Toi, ce que t'aimes aussi, c'était l'artistique. ouais, De pouvoir t'exprimer. ouais, et c'est vrai qu'on l'a perdu quand même. On l'a Ouais. quand même vachement perdu. Notamment sur les solos. Ouais. Parce que les solos, c'est le concours de l'apnée. Donc au moins tu respires, au mieux c'est quoi. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'en fais plus, parce que c'est pas ça qui me plaît. Je comprends. Ok, Eve. Maintenant, donne-moi les 3 moments de ta carrière qui t'ont marqué. Les 3 moments de ma carrière qui m'ont marqué. Déjà, il y en a beaucoup, mais il faut en sélectionner 3. 3. Le premier, je vais dire que c'est mes premiers championnats du monde senior en 2017, où j'ai été la soliste. Et en fait, c'était une nouvelle équipe, c'était la découverte, donc il n'y avait pas trop de stress. Après, je vais dire que c'est les championnats d'Europe en 2022 à Rome. On a fait 3 médailles européennes, 3 médailles de bronze. Oh. Les premières européennes. Donc, forcément, ça marque. Bah, vrai, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bah, on sait pourquoi. On sait, Voilà. les Jeux Olympiques, quoi. Maintenant, c'est le moment conseil. Alors, on a besoin de toi pour nous donner quelques conseils. J'aimerais savoir comment réussir une baraque, Mhm. un RC1 et savoir gérer mon stress. Ok. Alors, pour une baraque, on va dire il y a 3 temps. Le premier, ça va être la fermeture tronc-jambe. Donc, c'est t'as les jambes à la verticale et t'amènes la tête à tes genoux le plus serré possible. Après, ça va être le déroulé. Donc, c'est vraiment hyper important de dérouler vraiment vertèbre après vertèbre jusqu'au haut de la tête. Et tout ça doit se faire en un temps le plus rapide possible. Donc, Ouais. ça doit être hyper dynamique et hyper rapide. Voilà. Tout ça en coordination avec les bras, évidemment, parce que les bras, c'est aussi ça qui va te permettre de monter. Mais si tu arrives à faire déjà un baraque rapide, dynamique, juste en déroulant et sans forcément t'appuyer de tes bras, et tu arrives à sortir, Ouais, tu as déjà une bonne... une bonne base. Ouais. Ok, super.
Après, les RC1, donc ça, c'est dans dans le nouveau règlement. RC1, c'est écart, soit facial, soit latéral, et rassemblé en un tour, en vertical. Donc ça va être déjà présenter un écart à la surface, un bel écart à la surface dans l'axe. Et après, quand tu rassembles, ça va être... Alors, tu peux mettre la vitesse que tu veux dans cette difficulté-là. D'accord. Mais au plus tu vas être rapide, au plus tu vas pouvoir mettre de la hauteur. Et donc, au plus ça va paraître léger. Donc, vitesse de rotation, anticipation avec les bras, dissocier avec... dissocier même torpille, avec bien les deux bras qui arrivent en l'air. C'est comme une sorte de ballon. Et après, rassembler qui se fait bien entre les jambes, comme ça, vers le haut. Super. Et c'est cette notion de... D'étirement. Ouais, d'autograndissement. Ok. Et après, c'est le stress. Ouais, comment tu gères ton stress alors? Comment je le gère? Je le gère, on va dire déjà, c'est avec l'habitude. On trouve des méthodes qui nous conviennent. Moi, je sais qu'avant les compètes, j'adore me mettre dans ma bulle et m'imaginer en train de nager dans la piscine. Je suis allée la voir sur Internet avant la piscine, voir à quoi elle ressemblait. Donc, je sais à quoi elle ressemble, je sais d'où on va commencer à peu près. Et donc, là, je m'imagine le public, les juges. Je m'imagine en train de nager, je me mets la musique. Je pense à toutes mes corrections et je m'imagine le balai parfait. Ça sert vachement. La choré parfaite. Ouais. Et après, c'est vraiment, je me dis, quand arrive le moment de la compète, je me dis, tu sais faire. C'est comme l'entraînement. C'est pas plus, pas moins. Forcément, tu vas avoir ce petit truc pétillant là de la compète en plus de paillettes qui fait du bien. Justement, il faut le prendre en positif et être là, ok, je sais faire. Il n'y a plus qu'à faire ce que j'ai fait à l'entraînement. On souffle et on fait. C'est ça. Ok, du coup, maintenant j'aimerais savoir quelles sont tes peurs et tes envies d'après équipe de France. Parce que là, tu es en études, donc j'imagine qu'il y a des choses qui vont arriver après. Donc, de quoi tu as peur et de quoi tu as envie pour la suite? Forcément, je suis plus proche de ma fin de carrière que de mon début de carrière. Hein, donc, forcément, j'y pense. Et j'y pense, ça me fait pas peur parce que je sais là où je veux aller. J'ai vraiment des choses qui sont... Je sais ce que je vais faire, en fait. Je sais ce que je veux. Et je sais que je suis dans un métier passion. Donc, ça me rassure aussi. Donc, je peux pas dire que j'ai peur. Après, ce dont je peux avoir peur, c'est un peu ce manque. Parce qu'on va me dire, on est quand même un peu addict. Hein. C'est un peu de l'addiction quand tu fais du sport comme ça. Autant d'heures, tout ça. Quand t'arrêtes... il doit forcément y avoir ce truc de besoin de bouger, à mon avis, quand même. Mais je sais que je l'aurai quand même par la psychomote. Je veux passer un diplôme d'entraîneur petit quand même pour garder les pieds dans ce sport parce que j'aime ce sport. Et je veux partager, j'aime partager. Donc voilà. Et toi, ton arrêt de carrière Comment tu l'as vécu? Moi, ça a été assez particulier parce que j'allais arrêter, il y a eu le confinement. Donc, en fait, j'ai pas eu le choix d'arrêter puisque les piscines ont fermé. Donc, ça a été quand même brutal et plutôt compliqué. En vrai, c'était très compliqué de savoir, en fait, qui j'étais sans la synchro. En fait, c'est comme une perte de sens où je me considère un peu comme la sportive de la famille, celle qui a de grands objectifs, qui part à 14 ans à l'autre bout de la France pour réaliser son rêve. Et au final, quand ça s'arrête, tu te dis, je fais quoi? Je suis un vide, en fait. Genre, je suis qui sans ce sport? Après, moi aussi, du coup, j'ai trouvé ma voie. Parce qu'en vrai, au moment de Parcoursup, moi, j'étais là, je vais aller à l'INSEP. On m'a dit non, je vais, ok, je fais quoi? Du coup, là, c'est le moment où tu réfléchis. Je me dis, tout ce que j'aime faire à côté, c'est dessiner des maillots de bain. Donc, on va peut-être faire ça de sa vie. Et donc, oui, tu te raccroches à autre chose. Moi, c'est quelque chose qui me passionnait, où du coup, je me suis fixé d'autres objectifs. Mais en fait, quand tu fais du sport comme ça, t'as besoin d'avoir des objectifs. Ah bah oui. On s'en sortir, fonctionne que comme ça en tant que sportive. Que comme ça. Donc, en fait, quand ça s'arrête, déjà confinement, quels objectifs t'as resté chez toi Je continue de travailler ma souplesse, mais ça ne sert à rien. Ça te finit.
ben, c'est compliqué. C'est compliqué, mais au bout d'un moment, quand tu trouves d'autres passions, d'autres choses à faire, C'est important. faut continuer de faire du sport parce que moi, j'ai arrêté pendant un moment. Un peu de dégoût aussi. Ah oui, bah oui. Plus trop envie d'aller à la piscine. Mhm. Compliqué. Mais aussi le fait de coacher, d'entraîner des filles et de transmettre la passion, ça aide vachement. Parce que du coup, tu coupes pas non plus le lien d'un coup. Et ça m'a beaucoup aidée. En fait, moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est que ce soit anticipé et que tu te retrouves pas sans rien après, en fait. Ouais, c'est ça. Super, Eve. Bah, l'interview va toucher à sa fin. Mais du coup, j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé de rejoindre l'aventure d'Ozur. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être ambassadrice et qu'est-ce que tu penses de tout ça? On va dire que on se connaît bien. On se connaît bien, on s'entend bien et bah, ça avait commencé, tu m'avais parlé de ton projet et je trouvais ça hyper cool. Alors vraiment, j'étais là, mais c'est trop bien. Et vraiment, tu m'as transmis un peu ta passion. Vraiment, je me disais, mais elle aime trop, vraiment, elle aime trop. Et après, tu m'avais proposé d'être l'ambassadrice et donc, bah moi, c'était pour t'aider, tu vois, à te lancer déjà et parce que j'avais trop aimé la façon dont tu me l'avais présenté et où vraiment je voyais que tu étais trop investie là-dedans et je me suis dit, je peux pas dire non, je peux pas. Puis moi, du coup, en fait, ça m'a permis vraiment de découvrir d'autres produits, une autre façon de travailler avec des marques et notre complicité fait que, bah, en fait, je me suis dit que ça allait être de toute façon assez fluide. Donc, je me suis dit, let's go, quoi. Et puis en plus, ce que tu avais déjà en tête de proposer, c'était tout par rapport à ce que toi, t'aurais rêvé avoir en tant que nageuse, tout ça. Et donc ça, c'est chouette. Et puis, t'as l'objectif de pas les vendre qu'à la synchro, en fait, pas du tout. L'objectif, c'est vraiment que ça s'élargisse quand même sur la natation, même... le plongeon, voilà, tout quoi. Quand même dans le milieu de l'eau, mais tout. Voilà. Tout quoi. Donc non, je trouve ça chouette et t'as quand même un beau début, des beaux maillots, des beaux produits, donc c'est cool, c'est chouette, c'est cool, ouais. Bah, trop bien. En plus, il y a pas mal de choses qui vont Il y arriver. a des nouveautés qui vont arriver. Je suis trop contente que tu sois ambassadrice Ozur. Vraiment, ça comptait beaucoup pour moi. Donc, c'est trop cool aussi que tu aies pu tester les produits et me donner tes retours avant que je puisse les mettre en vente, etc. Donc, c'est vraiment trop cool. J'espère que vous êtes prêts à voir ce qui vous attend parce que c'est que le début. Yes! Coupé. Nickel!